Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Francis, manager du groupe Moussa Molo. On va parler musique, histoire de Bordeaux, ainsi que sa gestion du groupe. Bon podcast. Bonjour Francis, Bonjour Théo, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. c'est un plaisir. Je te laisse te présenter, s'il te plaît. Alors moi, je m'appelle Francis Tanhaut, je suis éclairagiste. Je suis arrivé dans ce milieu par la formation continue. J'ai commencé par le théâtre quand j'étais à la fac d'histoire de Pau. C'est un peu le fruit du hasard. Il y avait une compagnie de théâtre africain qui existait, mais qui manquait de comédiens, donc je suis monté un an sur scène. Et puis de là, ça m'a donné envie de m'intéresser à la technique parce que je joue aussi un peu de la guitare et je voulais savoir comment ça marche. Donc à la fin de mes études, moi je ne voulais pas devenir prof d'histoire, mais j'adore l'histoire. Et ça m'a amené à aller faire des formations. J'ai quitté Pau, je suis venu à Bordeaux. C'est à Bordeaux que j'ai commencé mes premières formations avec l'IDAC. Ça dure 2-3 jours. À Bordeaux, il n'y avait pas de structure pour faire de la formation, donc je suis allé en Bretagne faire des formations techniques, à Staff, à Carquefou. Je suis revenu ici, j'ai croisé un technicien bordelais qui montait une pièce de théâtre à l'Ariole et qui, à l'issue de notre petite formation qui durait 15 jours, m'a convié à participer avec lui à une pièce de théâtre qui se jouait à l'Ariole. Les sorcières de Salem, d'ailleurs, je me souviens bien. Et de là, il y avait des étudiants. Sur le plateau, il y avait un étudiant en théâtre qui m'a proposé de venir travailler sur le campus à la Maison des Arts. Il y a 2 techniciens fonctionnaires à la Maison des Arts, mais eux, ils avaient monté une association Proteus qui leur permettait de monter les spectacles des étudiants et de faire appel à des compagnies professionnelles ou semi-professionnelles. Donc moi, j'étais technicien pour cette association. Ça m'a permis de mettre en œuvre ce que je venais d'apprendre. Puis après, quelques années plus tard, je suis allé faire la formation à la DAMS ici à Bordeaux, en 2005. Et de là, en faisant du sport, j'ai rencontré un de mes partenaires qui faisait du sport, travaillait au Pain Galant, et qui m'a permis de rentrer comme technicien au Pain Galant, intermittent. Mais enfin, mon objectif, c'était plutôt d'être dans la création, essayer au moins au niveau de la lumière, un peu le son. Et là, j'ai rencontré des étudiants, j'ai commencé à travailler avec une compagnie de théâtre avec lesquels on a un petit peu tourné. Et de là, ça s'est enchaîné. Donc j'ai commencé, j'étais plus dans les théâtres. J'ai eu l'occasion de travailler avec des jongleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec des musiciens, jusqu'à faire ensuite ma rencontre, un peu par hasard, avec Moussa Molo, parce que je suis allé faire une captation d'un concert qui avait lieu au Sonart, rue de Tiffonnet. Donc en fait, j'ai commencé tout ça il y a 30 ans. J'ai commencé donc cette démarche-là pour intégrer ce milieu du spectacle vivant, j'ai commencé il y a 30 ans. Donc moi j'avais fini mes études en 96, je suis allé en formation continue et je suis revenu à la fac par hasard en rencontrant cet étudiant qui jouait une pièce de théâtre. Et puis après, j'ai été sollicité pour rejoindre des compagnies de théâtre, de la musique. J'ai travaillé avec la compagnie, la Smala Compagnie. En fait, j'étais à Place Péberlan, il se produisait sur scène. Une semaine plus tard, il m'appelle parce que je travaillais avec des jongleurs. Et ils m'ont dit, Francis, tu bosses avec l'association Jonglargonne, on aimerait bien que tu participes avec nous. Donc on a fait une résidence ensemble, on est allé jouer au champ de foire à Saint-André-de-Cubzac. Ça a été formidable. Et aujourd'hui, la plupart ont rejoint des compagnies professionnelles. La Smala Compagnie, aujourd'hui, c'est surtout alors, il y avait deux aspects. Il y avait la Smala Compagnie et la Smala Compagnie Kids. Donc là, aujourd'hui, ils se concentrent plus sur la formation, mais les autres sont partis rejoindre des compagnies professionnelles. Celle de Amin Benmaï, il y en a qui avec Pietra Gala. Enfin, voilà, ils se sont professionnalisés. Longue carrière, beaucoup de partenaires en 30 ans, du coup. En 30 ans, en fait, moi, j'ai pas voulu simplement... j'ai voulu découvrir, parce que moi, je suis pas tombé dans ce milieu-là tout petit. J'ai découvert ça, donc c'est un peu plus long, plus compliqué de se faire du relationnel. Et c'est surtout que moi, mon objectif, c'était pas de cachetonner. D'accord ? Soit tu fais de la presta, hein.
J'en ai fait, on va dire, au pain galant, poser des projecteurs, les régler, mais tu n'es pas dans la création. Il y a 3 manières de gagner de l'argent dans ce milieu. Soit on fait de la presta, on est ouvrier, hein, on pose des projecteurs, des micros, ou alors rejoindre des compagnies et des groupes, mais là, il y a très peu de compagnies véritablement professionnelles, ou alors quand elles existent, il faut être aussi autant professionnel, aussi qualifié. Donc là, c'est un défi. Hein. C'est un double travail. Hein, ou après, on peut être simplement travailler pour des associations pour faire de la formation. Voilà. Et moi, j'ai coupé la poire en deux, donc j'ai fait de l'alimentaire et du spectacle vivant, de manière à pouvoir me consacrer pleinement aux projets sur lesquels j'ai participé. Sinon, c'est pas possible. Et au final, tu t'es concentré sur... Et au final, j'étais suffisamment disponible et ouvert aux propositions qui m'étaient faites. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le groupe Moussa Molo. Lors d'une captation au sonar dans un des lieux qui n'existe plus, qui était rue Tiffonnet à Bordeaux. Et j'ai été un copain qui m'a sollicité pour les filmer. Et le leader du groupe m'a sollicité pour l'accompagner. Parce qu'il était africain et qu'il voulait avoir quelqu'un pour l'accompagner dans tous ces marins. Parce qu'au départ, il faisait tout seul. Le booking, c'est une histoire de vie extraordinaire. Qui a l'intelligence de comprendre qu'il faut s'entourer de personnes pour avancer. Lui, il a un contact facile, donc il a su fédérer plein de gens. On en reparlera rapidement tout à l'heure. On va commencer par la première question qu'on pose à tout le monde. Quelle est la dernière œuvre d'art que tu as vue ou écoutée dernièrement ? Alors, la dernière que je suis allé voir, c'était au musée des Beaux-Arts à Bordeaux. C'est une superbe photographe plasticienne, Valérie Belin, dont je pensais pas voir un jour à Bordeaux et qui expose. C'est magnifique, ce travail. En fait, le principe de ces photos, c'est de faire de la surimpression. C'est simple, mais c'est magnifique, ça a du sens. Elle a travaillé sur les bodybuilders, elle a travaillé sur les Noirs américains. C'est magnifique à voir. Hein. Ce qu'elle fait, c'est un travail superbe. Elle est d'abord plasticienne à l'origine. Et en ce moment, elle expose aux Beaux-Arts. Elle expose aux Beaux-Arts jusqu'à la fin du mois, je crois, ou un peu plus. Je suis allé le voir. Jusqu'à fin août. Donc voilà. Pour ceux qui auront eu la chance d'aller le voir, parce que le podcast sortira en diffusé, en décalé, je veux dire. Ouais, tout à fait. Voilà. Revenons du coup à cette petite histoire de la rencontre avec Moussa Molo. Du coup. Donc Moussa Molo, comme je te disais, je l'ai rencontré lors d'une captation dans un lieu à Bordeaux qui s'appelait le Sonart, rue Tiffonnet, derrière en fait la Victoire. Enfin, plus derrière. C'est une rue qui est derrière les banques, là, le Crédit Lyonnais, la Société Générale. Donc, en fait, cette personne s'appelle Tierno Dia, qui, en fait, est critique de cinéma africain. Aujourd'hui, c'est l'une des références. Il est bordelais et il est ami aussi avec le chanteur du groupe. Et donc, il me dit, Francis, ce serait bien qu'on ait fait une captation du groupe. Et donc, c'était le 4 février 2005. On a fait la captation, et puis comme Abdou, on habitait tous dans le même quartier à Saint-Michel, il m'a sollicité, j'ai dit, moi, c'est pas mon milieu, hein, la musique, mais pourquoi pas, essayons de cheminer ensemble. Donc au départ, j'ai fait un petit peu la technique pour eux, le son lumière, puis après, lui, il avait besoin de structurer tout ça, donc symboliquement, j'ai choisi de me définir comme manager du groupe, fonction bénévole, symbolique, d'accompagnement, d'une personne d'abord qui est intelligent, qui est très ouvert et très à l'écoute. Donc il voulait partager, on a partagé nos savoirs. Et on a une troisième personne qui est le président de l'association Violon des Sables sur laquelle s'appuie le groupe, Bouyambaye, qui lui fait partie des dinosaures de la production africaine il y a 40 ans à Bordeaux. Il avait une société de production. En fait, ici, il y a eu un Bordeaux noir. C'était des étudiants qui n'étaient pas musiciens, mais qui faisaient de la musique pour s'occuper, pour gagner un peu d'argent. Et donc, il y avait une société de production, il y avait un magazine culturel africain qui s'appelait Afiavi, il y avait des boîtes de nuit africaines, donc ils faisaient venir des groupes de musique africaine, faisaient tourner les petits groupes. Voilà, donc effectivement, Moussa Molo... Quand je suis venu là, je lui ai dit ce serait bien de se professionnaliser sur ça, parce que comme il disait, un musicien ne peut pas tout faire. Et
donner une touche professionnelle, c'est d'abord avoir un agent ou quelqu'un qui s'occupe du booking, qui s'occupe de la communication. Pas le faire soi-même. Pas le faire soi-même. Ils peuvent pas être au four et au moulin, sur scène et en dehors de la scène. Et les musiciens, eux, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent jouer. Mais comme dans n'importe quel groupe ou compagnie, le fondateur, leader, c'est un petit peu lui qui fait tout. Et à un moment donné, on s'épuise. Donc il faut être capable de transmettre, de déléguer. Donc effectivement, dans ce groupe, en gros, c'est presque un management collégial. On est 3. Abdou, Bouya et moi. Moi, en fait, quelque part, je suis force de proposition. Je dis, on pourrait faire ça. Et après, le management, puisque c'est pas une entreprise, c'est pas au sens où on l'entend, on n'est pas dans un rapport de domination. Comme je leur dis, il n'y a pas de patron dans Moussamolo. On vous propose, on décide ensemble. Donc nous, on soumet des propositions au groupe. Ils nous répondent si ça les intéresse, ne serait-ce que quand, par exemple, il faut aller jouer. Si les conditions ne leur conviennent pas, on n'y va pas. Bon, aujourd'hui, on a arrêté de jouer dans les bars. Hein. On se produit sur scène. On fait, allez, par amitié, on en fait 2. Le baryton et le central de Brésil. Mais le reste, ce sont produits sur scène. Et essayer Et puis, on a un certain âge, donc on ne veut plus se produire comme à 20 ans dans les bars, galérer. D'accord ? Donc, c'est effectivement le rôle de manager dans ce groupe, c'est de fixer des objectifs, non pas chiffrés, mais des objectifs pour toujours faire mieux, sortir de Bordeaux, par exemple. Parce que jouer à Bordeaux, c'est une chose, c'est déjà compliqué, mais en sortir, c'est plus compliqué. Donc, en 10 ans, on est quand même allé jouer dans le Lot, dans le Lot-et-Garonne, en Tarn-et-Garonne, en Pyrénées-Atlantiques. C'était aussi ça. Sur la région, au final, vous avez beaucoup joué. On a beaucoup joué. On va dire qu'à l'année, on a une quinzaine de dates. Ce qui est déjà beaucoup. Là, la dernière date, ils ont joué à Créon. La piste aux étoiles, je crois que ça s'appelait comme ça. Enfin, à Créon, il y a 15 jours. Ils ont joué à la Benauge. Cette année, ils sont allés jouer à Brive, au Festival Disjoncté. Les prochaines dates, on a quelques prochaines dates. Et effectivement, pour pouvoir, comme on est sur un créneau qui n'existe quasiment pas de musique du monde de musique africaine, il a fallu se faire identifier par les structures qui comptent, c'est-à-dire le Rocher de Palmer, le Krakatoa, la Rock School Barbet. Ça a été facilité. En fait, moi, mon rôle, c'est d'amender un terrain qui était déjà fertilisé par Abdou. Abdou vit à Bordeaux depuis 40 ans. Il a travaillé avec énormément de monde. Et de par sa personnalité, il a su garder des liens solides avec ces gens-là. Donc moi, je n'ai fait que reprendre, en fait, dire son carnet d'adresses. Tu avais déjà des bonnes bases. En ayant des bases et en amenant ce que j'ai pu voir ailleurs, en écoutant, en voyant. Et en fait, on chemine ensemble depuis plus de 10 ans. Donc effectivement, maintenant, l'objectif, quelque part, il commence à être atteint puisqu'on nous sollicite. On ne court plus forcément après les gens. On a été sollicité par le Rocher de Palmer, qui nous a fait jouer en première partie de Youssou N'Dour en 2008, en première partie d'Omar Penn en 2012. La dernière fois, il y a 2 ans ou 3 ans, on a participé à un dispositif qui s'appelle Un mois, un musicien. Donc Abdou est venu parler de ses instruments traditionnels de musique qu'il utilise. Le nyanerou, alors c'est un violon Paul, le houdou qui est l'équivalent du gambri, il joue du balafon, et il s'est produit avec Djilali qui lui est notre batteur percussionniste pour faire un échange pendant 1 heure autour des instruments de musique. On avait été sollicité aussi par le musée d'ethnographie de Bordeaux, qui se trouve à la Victoire. C'était le mois de la parole, autour de la parole. Et donc, on avait fait un petit atelier interactif avec des gens. À l'issue de laquelle, on avait fait un petit concert en acoustique. Effectivement, mon travail, ça a été de mettre de l'huile dans les rouages, de professionnaliser, de nous adjoindre une chargée de communication, un technicien au son. Des fois, moi, je fais la lumière sur certaines scènes. On avait été identifié par Guy Lenoir, qui est, lui, promeut l'art contemporain africain depuis 40 ans à Bordeaux, MC2A. Grâce à lui, on est allé jouer pour une entreprise privée, Caterpillar.
C'était super parce que, ah oui, Caterpillar, il faisait une soirée privée et il cherchait un groupe. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens qui vous soumettent des idées. Quand on est allé jouer là-bas, la responsable de la communication nous a dit « Vous n'avez pas de l'image ?» Et je dis « Nous, on a quand même ce groupe a 20 ans d'archives d'images. Entre la femme du leader Abdousso Mariedmé, qui a fait des petits documentaires sur son histoire, sur sa culture. On a la plupart des concerts, on a fait des captations, ou au moins on a des images. Donc on a fait un petit visuel qu'on a projeté avant de se produire à cette émission. Et depuis, quand on joue dans des lieux avec des vidéoprojecteurs, et ben on présente. On a été sollicité pour jouer dans le cadre de Africa 2020. Donc on s'est produit à la médiathèque de Bordeaux. On a pu présenter le document et se produire. Ça fait remonter toute l'histoire du groupe à chaque fois, du coup. Ah voilà, tout à fait. Donc là aussi, on a sollicité sur le dernier album, Saré-Abba sur la Garonne, une graphiste pour faire la pochette. Et en fait, c'est parce qu'on s'était produit à Lautrec, dans le Tarn-et-Garonne, qu'on est devenu amis avec les programmateurs, dont la fille est graphiste. Donc, on s'est dit, tiens, on a besoin de faire un album, si on sollicitait leur fille. On la connaît pas, on l'a jamais vue. Hein. Elle a 25 ans. Je n'ai fait que prendre contact avec elle, lui parler du groupe, lui envoyer des photos de Bordeaux. Toujours à ce jour, vous l'avez toujours pas On l'a toujours pas vue. Elle était à Paris. On l'a toujours pas vue, Julie. Mais on s'appelle régulièrement. On devrait aller la voir là, récemment. Donc, et grâce à ça, on l'a payé, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de toujours faire tout gratuitement. Donc c'est ça, pour ça qu'il faut être professionnel. Et ça donne de la crédibilité. Rémunérer, c'est respecter le travail des gens. On avait travaillé avec Ono pour la photo il y a 10 ans de cela, dans son studio. Et après, on a fait appel à d'autres personnes. Quand on a enregistré les 2 albums, le premier, on l'avait enregistré au studio La Grosse Rose, qui s'appelle aussi aujourd'hui Cryogène Prod, avec Guillaume Stévenin. Le dernier album, on l'a enregistré à l'Accordeur à Saint-Denis-de-Pile. Il a fallu payer tout ça. Et là encore, pour revenir toujours au management, on a la chance, parce que là-bas, c'est bien de soumettre et d'être dans l'interaction. Il faut aussi tomber sur les bonnes personnes. La chance, c'est qu'on n'est pas perturbé par les problèmes d'ego, problèmes de drogue, d'addiction, de tous autres. Avec le groupe, on a eu du mal à faire le dernier album, puisque l'association n'avait pas suffisamment d'argent. Ben, ce sont les musiciens qui sont proposés, qui nous disent nous, on va enregistrer. Hein. Donc, on avance l'argent. L'association a pris pour elle les frais d'hébergement et de nourriture. On est allé enregistrer. On les a remboursés en faisant des concerts. Mais pour avoir un vrai album, on est allé à Globe Audio. Ça coûte de l'argent. Pas n'importe où. C'est-à-dire qu'on pas n'importe où. Travail à faire, professionnel. Sur le dernier album, on a traduit les paroles d'Abdou. Il s'exprime en poulard, la langue des Peuls. Donc moi, j'ai fait l'intermédiaire de la traduction. Et ensuite, on s'est réunis avec la chargée de la communication Claire Grégel, la femme d'Abdou, Mariedmé Gantois, Bouyambaye, et on a retravaillé la traduction. On a fait appel à un autre photographe, Alban Dejon, qu'Abdou avait croisé, alors je ne sais pas comment. On avait joué au Splendide c'est une petite salle, un ancien cinéma rive droite. Je me souviens plus de la ville. Enfin, bref, le Splendide, on peut trouver. Et donc, ils nous avaient suivis sur l'enregistrement de l'album quasiment live à l'Accordeur. Donc, on a aussi des photos. Et pour pouvoir réaliser et avoir les moyens, j'avais lancé l'idée de faire un crowdfunding. Donc, on a fait ça sur Ulule, on a récupéré 4 000 €. Enfin, tout ça, ça a été de manière professionnelle pour avoir un album. Et on a fait 2 versions de cet album, une version promo sans le livret et une version album avec le livret. Il y a quand même 10 pages, donc avec toutes les traductions littérales des textes. D'accord ? Projet complet. Un projet complet. Et ensuite, grâce au carnet d'adresse d'Abdou, on a réussi, juste après le Covid, à faire 3 résidences de création. La première, on l'a fait à l'Évasion, à Ambarès. La seconde, on l'a faite ici à Senon, à l'espace Simone Signoret. La troisième, on l'a fait à Pessac,
à la Châtaigneraie, à la médiathèque. Et ça nous a généré un contrat pour le mois de novembre à Senon, à l'espace Simone Signoret, le 7 novembre. Et en même temps, on en a profité parce qu'on a réalisé un petit documentaire sur l'histoire du groupe avec Abdou, qui avait été réalisé par Sébastien Faure. Et on va pouvoir le projeter à la médiathèque de Senon la veille, le 6 novembre. Tout ça, effectivement, c'est parce qu'on a essayé. Moi, j'ai fait le site sur Wix du groupe. On en a 2 en vérité. On a aussi un infographiste, un webmaster, Yorick Barbonneau, qui s'occupe du site parce qu'il a fait avec Faïd Zida. On est entouré, accompagné par un ancien journaliste de Sud-Ouest, Jean-Paul Taillarda, parce qu'Abdou, il a des contacts partout, donc on se sert de ces gens-là, et voilà, donc on a joué à la Guinguette Chelric récemment. On essaye toujours d'inviter les personnes qui nous entourent, En fait, c'est une grande famille. On a un imprimeur, une imprimeuse, Anna, qui a leur nom, qu'on avait rencontré quand elle travaillait à Bordeaux, et qui aujourd'hui, qui nous fait nos affiches, et qui nous... Voilà, c'est beau de travailler en partenariat. C'est une de contact en concert. De contact en concert. En photo, on a... Alors, je vais les citer quand même. Il y a Sylvie Duvigneau, il y a Mathias Mbami, il y a Alban Dejon, il y a surtout l'ami d'Abdou, Daniel Dandreau, qui lui est un super photographe amateur, ancien prof de maths, mais qui nous fait des photos. Voilà, donc effectivement, mais quand on travaille des gens, on les paye. Et c'est ce qui donne aussi de la crédibilité. Et le manager un groupe, c'est, en fait, pour moi, je veux dire, c'est surtout entretenir la flamme. Que chacun s'approprie le projet, si bien qu'aujourd'hui, Moussa Molo pour les musiciens, c'est leur bébé. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, on leur avait soumis l'idée un jour, il y avait quelqu'un qui s'était présenté pour être directeur artistique. Ça aurait été bien d'avoir un retour d'une personne comme ça. Bon, ils l'ont pas... On en a eu 2, qui n'ont pas paru très professionnels et crédibles. Bon, on s'est dit, on va pas le prendre. Ça ne convient pas aux musiciens, on le prend pas. Oui, et c'est vrai, et ils avaient raison. De toute façon, ils avaient raison. Et aujourd'hui, avec les nouveaux outils, on peut communiquer facilement. Donc, on a un groupe sur WhatsApp. Quand j'envoie une proposition, ils me répondent quasiment instantanément. Ça nous permet de se dire, là, on n'y va pas, là, on peut y aller. C'est genre de quoi, les propositions que de concerts, par exemple. Si on a des propositions, si les conditions ne leur conviennent pas, si c'est pas intéressant, moi, d'abord, quand on me sollicite ou que je sollicite, je demande d'abord, je vérifie la disponibilité des musiciens, parce que par hasard, ils travaillent dans des groupes où certains sont profs de musique, donc il y en a que 3 qui sont vraiment musiciens à temps plein. On a un musicien qui est en Côte d'Or, et qui a passé 6 ans, qu'on a connu à Bordeaux, on l'a connu d'abord à Bordeaux, ça fait 12 ans qu'il est avec nous, qui a passé 6 ans au Burkina Faso. Nous, on le faisait revenir sur les gros concerts, les grosses dates, on les faisait venir. On lui payait le billet, il venait travailler avec nous. Et là, il continue de venir avec nous. Il y a un gros concert, parce que c'est un super musicien, on lui paye le billet de train, ou généralement le billet de train, parce que l'avion, ça coûte encore un peu cher, on le fait venir. Parce que lui, il est multi-instrumentiste, il tient le ngoni, il tient la guitare, il chante. Voilà, donc on est obligé de travailler avec ces gens-là. Et par exemple, là aussi, on a intégré une saxophoniste, mais c'est par le plus grand des hasards. On s'est produit il y a 5 ans, je crois, à Blanquefort, avec l'association ABC. Elle, Chagong, elle avait son petit groupe, on l'a fait monter sur scène. Ça a matché. On n'a même pas discuté avec les musiciens. Ça s'est fait naturellement. Oui, on va faire appel à Sylvie Paulier. Bon, d'accord, on l'a intégré, donc maintenant c'est visuellement, c'est aussi intéressant. Alors, et musicalement, à intégrer, il fallait refaire les morceaux ou pas? Non, elle s'est adaptée aux morceaux. Ça, c'est bien. Elle a amené une autre touche, parce que le but, c'est, dans ce groupe, c'est leur bébé, parce qu'ils peuvent créer. On ne bride personne. S'il s'agit de donner une orientation aux uns et d'autres, non, ça ne peut pas marcher. Là, elle amène son saxo et ça marche bien. En fait, c'est complémentaire. Ils sont complémentaires. Et c'est surtout qu'ils s'entendent et s'apprécient. Ils sont heureux de se retrouver. Donc, c'est beaucoup plus facile de générer quelque chose. Donc, il faut, comme je te disais, tomber sur les bonnes personnes. Et on a pris aussi des musiciens de remplacement pour le cas où. Donc, c'est encore plus compliqué. Il y a toujours des fois où tous les musiciens ne sont pas là, et puis il y en a un qui manque. Il faut penser, et oui, parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas forcément tous disponibles.
Voilà. À la Benauge, là, on a fait appel à Philippe en remplacement de Sébastien à la guitare. On a fait un remplacement avec Fred, un remplacement à la basse, parce que notre bassiste n'est pas là. C'est pour parer, pour ne pas éviter d'avoir à dire non à des clients. Ils sont quand même pas nombreux, donc on peut pas se permettre de dire stop. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, d'avoir fait un site sur lequel on a mis les fiches techniques. Enfin, tout le monde, quand on nous appelle, ils vont sur notre site. Alors, on a sur SoundCloud, YouTube, Wix. Quand les gens nous appellent, ils nous disent, on a tout vu, hein, c'est combien? Ils nous demandent juste le prix. Parce qu'on a fait des interviews dans les radios, et nous, on garde toujours des traces de tout ça. Donc les gens ils disent, oh oui, on vous a vu, on est passé à Eau de Radio, on est passé à... Ouais, la dernière fois, c'était à Eau de Radio, La Clé des Ondes. On a vu... alors, on n'a pas tout mis non plus sur notre... Parce qu'on en a pléthore. Mais il y en a quelques-uns qui permettent de situer le groupe, de savoir quoi. On avait même fait une interview en direct, c'était super, depuis le village d'Abdou en Casamance. En direct. Ah, c'était génial. Ah ouais, en direct, c'était super. Ah, c'était il y a quelques années. Il était en vacances. Il a même dit, Francis, on va faire une interview en direct. C'est génial. C'est génial. Ah oui, oui. Bah, avec les outils aujourd'hui. Ouais, en fait, on s'éclate. Hein. Et comme je dis, il n'y a pas de patron et on ne joue pas notre vie. Hein. Donc ça ne nous coûte rien de faire ou de refuser. Le fait de s'amuser, c'est peut-être ça aussi qui fait la longévité du groupe. Alors, c'est peut-être ça, c'est la crédibilité. On est avec des gens, des bonnes personnes, puisqu'on s'est d'abord jamais engueulé. La preuve, c'est qu'on s'est jamais engueulé. Quand on soumet, moi, il y a quelques années, je leur ai dit, il va falloir envisager de passer quasiment en semi-acoustique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de bruit. Bordeaux a été une ville dans les années 80-90, il y avait des clubs partout, le fameux club, le Jimmy, le Cricketer. Aujourd'hui, la Maison à Réaction, c'était l'ancien club de jazz des Argentiers. Il y avait le Blueberry, c'était pour le blues. Il y avait le 400 sur les quais, là où il y a le nouveau quartier Armagnac. Mais il y avait des lieux, sur tous les boulevards, il y avait des lieux. Il y avait cinq boîte de nuit africaine. Il y avait le comptoir du jazz qui était une référence quand on venait à Bordeaux. Il y avait la distillerie, il y avait le Pili Pili, il y avait le Performant, mais il y avait des lieux partout. Le Chat Bleu, la Main Jaune, c'était juste incroyable. Il y avait du bruit partout. Donc il y avait la Lune dans le caniveau. Moi, c'est là que j'ai vu les premières fois les Noirs Désirs avec Acoche, leur saxophoniste. Je dis, il y avait mais c'était un bordel sans nom. Il y avait du bruit partout. Il y avait du bruit partout, sauf que maintenant, la population a changé, la composition sociologique a changé, les gens ne veulent plus de bruit. Donc à 23h, on tire les rideaux, il ne faut plus faire de bruit. Et plus personne ne s'engage à embaucher des groupes qui font du bruit. Donc nous, on a une version quasiment semi-acoustique, et on avait été sollicité par un festival l'année dernière, à Brive, qui s'appelle le Festival Disjoncté. Donc pas d'électricité, éclairage aux bougies, aux chandeliers, et production acoustique. Donc il va falloir anticiper cette... Et nous, effectivement, notre bassiste, qui est aussi contrebassiste, souvent quand on peut, sur les scènes un peu plus grosses, on le fait jouer la contrebasse. Et visuellement, ça s'intègre au ngoni, au nianero d'Abdou, au balafon, au saxophone. Visuellement, ça claque. Ça claque, voilà. Et par exemple, pour le dernier concert chez Alric, c'était en mai ou juin, je me souviens plus, on a décroché une interview à France Bleu Gironde, en direct, en matinée, donc à quelques heures du concert. C'est génial. Et on a eu le choix, donc on s'est dit, comme c'est une femme qui l'interroge, on va demander à notre saxophoniste, qui elle est venue récemment, mais qui peut donner son avis sur le groupe. On lui demande pas de répéter ce que moi je raconte. Elle a sa liberté. Elle a ses libertés, elle fait comme elle veut. Comme ça lui passe. Et puis c'est plus authentique. Voilà. Si elle est avec nous, voilà. On va revenir sur cette histoire de Bordeaux, parce que je sais qu'on a discuté un petit peu avant, tu as une culture musicale et de ce qui s'est passé dans Bordeaux, en termes de culture et de lieux, qui est extraordinaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 70-80, il y avait une liberté artistique, une floraison de groupes. Bordeaux était une référence pour l'art contemporain. Jean-Louis Froment, qui était le directeur, en a fait le 2e musée d'art contemporain de Bordeaux. Donc moi, par exemple, j'avais travaillé quand j'étais étudiant 2 mois au musée d'art contemporain. J'ai vu passer des gens qui aujourd'hui sont reconnus. Anish Kapoor, Jean-Pierre Reynaud, Louise Bourgois, enfin on a vu César. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Sur la scène musicale,
Comme je te disais, il y avait des clubs partout, mais on n'était pas très regardant aux conditions d'accueil et de sécurité. Donc on pouvait se permettre de faire n'importe quoi. On y va comme des bourrins, on met le son à fond. Il n'y avait pas de sonomètre. Hein. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui aujourd'hui ont des acouphènes ou ont perdu l'ouïe. Hein. Tu vois ? Et je me souviens que Noir Désir avait organisé, alors là ça avait été l'événement, Rive Droite. C'était produit Rive Droite, il y avait 30 ou 40 000 personnes. Et ils avaient demandé à ce que le tarif soit à 5 francs ou 10 francs, que ce soit abordable à tout le monde. Mais oui, c'est juste un présent. Il fallait qu'il y ait du monde. Il y a des gens. Il y a eu la salle des fêtes du Grand Parc qui a vu passer les Bowie, les Stooges et compagnie. Hein. Dans les années 70, 80, oui. Ah oui. Le dernier que moi j'ai vu, c'était Lou Reed qui est passé à Bordeaux. Il y avait eu Dire Straits qui était passé, je crois, à l'Escure. Et les Pink Floyd qui étaient passés au Quinconce. Et oui. Le festival Sigma, alors là, on a eu... qui avait été monté par un privé, Monsieur Lafosse. Et là, on a vu les plus grands artistes français. Et c'était dans toute la ville. Hein. C'était des trucs de fou. Moi, j'ai vu les dernières éditions. C'était juste incroyable. Effectivement, là, il y a eu les Stilettos, Strychnine, les Rita Mitsuko étaient passés, enfin... Donc, il y a eu plein de groupes qui ont pu se produire, se professionnaliser. Aujourd'hui, à part le livre Bordeaux Rock, je crois qu'il ne reste rien. Il y a peut-être des images, mais même sur tout ça, non. Il y a moins de professionnels de la musique qu'avant. Parce qu'il y a moins d'opportunités. Il doit y avoir des professionnels, mais qui ne se produisent pas forcément à Bordeaux. Aujourd'hui, il reste, on va dire, ceux que je connais, c'est les Dacha Mandala, qui sont très jeunes, mais qui sont consacrés corps et âme à leur art, hein, 8 heures par jour. Et oui. Ils sont vraiment professionnels, avec un super manager. Ils ont fait la première partie des Insus, les anciens téléphones, hein, au Stade de France. Hein. Donc ils sont quand même un peu reconnus. À peine. À peine, un petit peu. Il y a Titouan qui est j'ai eu l'occasion de bosser avec lui, qui est vraiment un autodidacte. Il se produit à deux. Lui, autodidacte de la clarinette et saxo. Et des fois, il se produit avec son danseur, parce qu'avec Moussa Molo, on a joué avec eux. Super bon. Il y en a un autre à Bordeaux, un groupe qui s'appelle Ariel, qui a rejoint il y a 4 ou 5 ans, parce que c'était mon voisin, Angèle, l'artiste belge, là, qui a joué avec Bertrand Belin, qui vient de sortir un album. Il est super doué. Il y a de très grands talents, mais qu'on ne voit pas forcément à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, la scène, aujourd'hui, il faut être très bon pour passer au Krakatoa, au Rocher de Palmer, à la Cross School Barbet, à la Sortie 13, on va dire c'est un club. Et après, avant, on avait, il y avait le Club des Argentés pour le jazz, il y avait le Comptoir du jazz, il y avait à la faïencerie l'Amadeus, et puis il y avait des jeux partout. Et maintenant, quelqu'un qui veut se produire... Après, il y a les festivals, mais pour jouer dans un festival, il faut être bon. Et puis, il faut ramener du monde. Il faut ramener du monde. Ça aussi, peut-être qui est compliqué, c'est que si on... Alors, Moussa Molo, par exemple, on a un petit volant de gens qui nous suivent. Bon, on a 2000 contacts, hein, mais quand Moussa Molo se produit, c'est étonnant, dans les 2 bars que l'on fait au Bariton et ici, ils sont surpris. On s'était produit à Quartier Libre, qui vient de fermer. Donc, Quartier Libre va fermer il y a un mois. Ah bon ? Fermé définitivement ? Définitivement. Donc, apparemment, ça va être repris. Il y a un mois, ça a été définitif. C'était une belle aventure, mais en fait, c'était un petit club, mais qui voulait aussi faire restauration et club. Le créneau était un peu bancal, selon moi. Mais on était passé, ils avaient halluciné, hein. Il y avait une centaine de personnes, ils sortent d'où, on se produit, il y a du monde. Mais oui, on a un petit volet, on a réussi à fidéliser des gens. Et ça compte. On dit, mais il va y avoir du monde, hein, n'ayez crainte. On avait fait, il y a quelques années, jouer dans un restaurant, parce qu'on la connaît de vue, le Malabar. C'est un restaurant indien au centre-ville, rue des Airs. Et puis, on avait lancé l'idée de faire un concert. Bon. Donc, à l'époque, moi, je m'occupe beaucoup aussi de la communication, aller sur pas que sur les réseaux, il y a aussi les versions papier. Hein. Il y a clubs et concerts. À l'époque, il y avait des panneaux électroniques qui permettaient de faire un affichage électronique. Il y avait aussi le site de la mairie, hein, parce que les gens vont regarder. Il y avait clubs et concerts. Enfin, je m'étais inscrit sur 3-4 plateformes. Et 20h, parce que le concert avait lieu à 20h30, 20h personne, 20h30, trop de monde. On a refusé des gens. Trop de monde. Dans le restaurant ? Oui, dans le restaurant. Parce qu'il dit, mais je leur avais demandé, mais comment avez-vous su ? Mais vous faites de la publicité ? Mais oui, mais ça marche.
Mais on fait aussi du visuel, on fait encore des affiches, parce que tout le monde ne va pas sur les réseaux. Ça fait partie de ça, manager. Comprendre que aller capter du public, c'est partout. On continue de faire des affiches, des flyers. Parce que sinon, même si notre graphiste nous a fait une affiche sur laquelle on se contente de changer les dates, ça participe, tout ça. C'est la musique, l'art, c'est un sacerdoce. Il faut être à 100%. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui aujourd'hui sont professionnels, mais c'est leur vie. On n'est pas musicien à 8 heures par jour, on est musicien ou artiste 24 heures sur 24. Il faut toujours penser à des développements, à être un petit peu dans l'air du temps aussi. Le format, le nôtre, n'est pas adapté aux contraintes actuelles. Aujourd'hui, on se produit à 2-3, que ce soit la danse, la musique, tous les arts. Les cachets n'ont pas augmenté. Vous avez le droit de vous produire à 10, mais vous allez pouvoir partager un petit cachet à 10. Hein. Donc, c'est lourd. Pouvoir, nous, comme on te dit, je disais, c'est les quelques festivals. Nous, on est allé jouer au festival à Foix. On était allé à Foix. On était allé jouer dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. On a pu un peu... On est allé dans le Tarn-et-Garonne à Lautrec. Ici, on avait joué à Senon, ils organisaient un festival. On avait été sollicités. Mais c'est dur. Hein. On était allé jouer à Pau aussi. Mais parce que on va chercher. On met en place des outils pour nous permettre... Et encore, on est toujours surpris parce qu'en fait, malgré tout ce qu'on peut faire, on n'est encore pas beaucoup connu. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. La base, pour faire de la communication, pour être connu, il faut avoir de l'argent. On ne peut pas être partout. Actuel où tout coûte de l'argent et tout le monde met tellement d'argent dans la communication aujourd'hui. C'est ça. Ben oui, parce que c'est très difficile de percer. C'est tout ça. Parce que un prospect, 1000 prospects, c'est à peine 10% de retour. C'est la base. Donc, il faut investir, il faut... Alors après, il y a aussi le bouche à oreille peut-être, mais pas tant que ça. Il faut qu'il y ait un public, parce que les programmateurs, quand ils programment des gens, il faut qu'ils rentrent dans leur fond. Bien sûr. Donc, à un moment donné, voilà. Nous, quand on a fait ces 3 résidences-là, post-Covid, on a de la chance que faire des résidences. Quand on avait fait à Pessac, après, ils nous ont sollicité parce qu'ils organisent l'été un petit festival. Ils me disent, Francis, en sortie de résidence, vous vous produirez. C'était génial, on a été payé pour se produire. En plus, sur une scène, donc c'était super. Et là, on a été sollicité par Élodie Guédagan. Francis, alors c'était dans le cadre d'abord d'un jumelage entre Senon et notre ville. Ça sera reporté l'année prochaine, mais on est déjà programmé en novembre. Et on va jouer l'année prochaine avec eux. C'est super, on s'y attendait pas. Plein de dates déjà de prévues. Voilà. Donc c'est un petit peu le hasard, mais c'était super. Ouais, donc pour eux, alors, on est avec des musiciens qui savent dire merci, parce qu'ils s'étonnent. Pour eux, ils ne s'occupent pas de tout ça. Mais ils s'étonnent, mais comment on arrive à aller jouer, à faire des... Elle dit, derrière, on se réunit toutes les semaines avec Abdou, avec Bouya, on discute, qu'est-ce qu'on peut faire, comment... Et les musiciens, ils sont contents parce qu'au final, qui ne voulaient pas se taper tout ce travail-là, ils ont juste à jouer. Et puis surtout, ils nous le disent. Ils sont heureux parce que se produire et être accueilli, parce que c'est l'accueil qui compte, jouer avec du vrai matériel, c'est énorme. C'est pas juste en termes de reconnaissance, c'est que c'est énorme. C'est bien plus agréable d'arriver sur une vraie scène, d'être accueilli. Là, moi, j'étais pas à Créon, mais ils ont été superbement accueillis. Ils m'ont dit, putain, Francis, on a été comme des rois. C'est super. Quand on se déplace, par exemple, professionnellement, nous, on a été sollicités pour aller jouer à Marraine-Oléron il y a 2 ans, par un festival de cinéma africain, monté par un indépendant, qui existe depuis 15 ans. Mais parce qu'il y avait des gens qui avaient entendu parler de nous. Quand on se déplace en dehors de la Gironde, je loue un minibus. On ne va pas arriver... voiture collée avec les amplis sur l'épaule. Non, on prend donc on a... En plus, il y a des contrats associations, donc c'est un peu moins cher. Mais on s'est rendu là-bas en minibus. On est allé à Foix en minibus, à Lautrec en minibus. Je veux dire, ça fait un peu plus sérieux qu'à d'arriver. Comme ça, on est sûr que tout le monde est là et voilà. Tout le monde arrive en même temps, une équipe, un groupe. Voilà, une rétille. Voilà, quand je vais sur certains concerts, manager, c'est aussi leur dire, bon les gars, dans un quart d'heure on monte, on fait, tu vois.
c'est d'organiser, huiler tout ça, parce que de même, ils vont pas forcément le faire. Ce côté humain, d'ailleurs, parce que je suppose que chacun a sa petite... comment dire, sa façon d'être. Oui. Comment tu le gères? Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est assez facile avec les gens avec lesquels on travaille. Ils prennent plaisir à se retrouver. Ils ne sont pas dans l'égotisme. Donc, on les respecte. Quand tu donnes quelque chose, je veux dire, c'est pas dans un rapport de domination. Je dis, bon les gars, on est OK, vous êtes bien. Tu les caresses un petit peu dans le sens du poil. On n'est pas là pour choquer les gens. Donc, ça se fait facilement parce que la parole est libre. Avant, on avait pris l'habitude pendant longtemps de se réunir tous les mois pour échanger, pour entendre. Et comme on s'entend, on n'a pas besoin de crier. Ils l'entendent, ils comprennent et on est crédible. Donc c'est facile. Ils savent que si on a pu jouer dans des conditions, bon, on t'écoute. Les gars, c'est bon. C'est pas des gens qui boivent, c'est pas des gens qui sont dans l'excès. On dit, on va quelque part. Même les organisateurs le voient. Ils disent, vous êtes avec des gens bien? Oui, je dis oui. C'est pas des gens qui vont se monter sur scène ivres, avec le pétard. Nous, on n'a pas ces problèmes-là. Ouais, vous avez de la chance parce qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Le technicien Eddie D'Acosta, il est super. Les musiciens, ils sont... Donc, c'est des gens... on part les yeux fermés. Hein. On peut aller au bout du monde avec eux. Hein, et on n'aura pas de problème. Donc, la gestion humaine se fait facilement. Ils sont à l'écoute, on est à l'écoute, on est dans le partage. Bon, ben ça se fait bien. Il n'y a jamais personne qui râle. On leur dit, bon les gars, on monte sur scène dans un quart d'heure. Donc même quand je te disais, Abdou a changé, il a commencé avec des gens reconnus sur la scène bordelaise, Marc Depont, Éric Baron, Luc Lenné. Il en a changé. Mais lui, il a du tact. Il y a des qualités qu'on a, mais qui ne s'apprennent pas. L'humain, ça ne s'apprend pas. On peut avoir fait toutes les écoles de communication qu'on veut. L'humain, ça ne s'apprend pas. Parler avec quelqu'un pour lui dire, là, on arrive... Parce que Moussa Molo s'est produit un temps avec 3 danseuses. Moi, quand je les connais, il y avait 3 danseuses sur scène. On a participé au cinquantenaire de la commémoration des indépendances africaines en 2010 au Quinconce. Il avait fait appel à ses anciennes danseuses. Donc, gérer tout ça, Kadissar, Maguette et Néné, enfin, je veux dire, à un moment donné, il leur a dit, là, financièrement, c'est plus possible. Nous, mais de fois, on fait appel à elle. Mais on aime bien aussi intégrer sur les albums, c'est la musique du monde. Le précédent album, on avait fait appel à 2 violonistes et une chanteuse de rap. Le dernier album, on s'est dit, bon, c'est bien de changer. On a fait appel à un accordéoniste, appel à un clarinettiste, pour amener aussi quelque chose d'autre. Et quand on avait présenté le précédent album au comptoir du jazz, on les avait fait venir. On avait fait venir aussi Guillaume Stevenin, qui nous avait enregistré au Studio de la Grosse Rose. Par exemple, là aussi, ça fait partie du management. Ces gens avec lesquels on a pu travailler, quand par exemple on fait des résidences, on sollicite une maman africaine pour nous faire les repas, pour le partager avec les techniciens qui nous accueillent et le groupe. Donc on paye cette personne-là, on est allé en résidence. Eh ben les gars, on mange. Ah bon, on mange ensemble? Ben oui, donc il y a le technicien son et lumière. On appelle tout le monde dans le groupe. Voilà, on appelle tout le monde, donc ça demande. Et quand on avait enregistré aussi à la Grosse Rose, le fondateur, le créateur, s'était investi. Nous, on arrivait à 10h, à 8h, il était déjà en train de travailler, lui. On lui a dit, Guillaume, on mange ensemble, parce qu'on avait passé 3 mois avec lui. Hein. Ah bon, bah oui, on mange tous ensemble. On a cuisiné, ou Abdou, c'est lui qui prépare. Mais tout ça, en plus, on a des images, parce qu'on a gardé des traces de tout. Hein. Donc voilà, quand on a fait le crowdfunding, on a montré un petit peu. Donc on a fait des pastilles, tu vois, d'1, 2, 3 minutes, sur tout ce qu'on a pu faire. Donc les gens ont pu voir effectivement que concrètement il s'est passé quelque chose. Pour trier les images et faire les vidéos là sur 20 ans d'archives, ça doit être compliqué. Ouais, mais en fait, je connais bien Abdou, donc j'ai pu les revisionner. Moi, généralement, c'est moi qui fais les vidéos. Donc soit j'ai une petite caméra, soit j'ai mon téléphone, après je fais du montage. Ça permet de garder une trace de tout ça et de le passer à l'écran.
Voilà, donc on donne une trace. Donc, pendant le crowdfunding, ils ont pu suivre la progression de tout ça. Ils ont vu où on était, où on a vu. Ah ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Mais tout ça, effectivement, après, ça compte, parce qu'après, les gens, ils vont sur le site, ils se disent, bah oui, on a vu ce que vous avez fait. Ah, il y a oui. tout. Tout le monde sait, rien n'est caché. Oui, rien n'est caché. Non, il n'y a pas à cacher. C'est pas à cacher. Et effectivement, donc, quand on doit dégérer des musiciens, parce qu'il peut y avoir à un moment donné des soucis, je vais pas dire des soucis humains, mais il faut aussi faire évoluer la musique, donc il faut s'en séparer de certains pour en prendre d'autres. C'est généralement Abdou qui s'en occupe, en leur disant, ben voilà, on arrive au bout de quelque chose, on voudrait passer à autre chose. Ça se fait toujours bien, la preuve, c'est qu'il peut toujours les rappeler. Oui, il n'est pas brouillé avec eux. Non, il ne s'est brouillé avec personne. C'est là aussi. Donc ça s'apprend moi. Bah, l'humain, il doit être. Il est très bon. Il donne énormément, il reçoit, et il sait dire merci aux gens. Ça compte énormément. Là, du jour au lendemain, des fois, on appelle des gens, ils viennent. Éric Baron, avec lequel il avait ses produits il y a 20 ans, oui, je ne sais pas sur quel concert, on n'avait pas de bassiste. Il a dit, vous m'en ramenez l'album, je l'écoute, je le fais. Et il est bon. Il se produit, terminé. Oui, on arrive à ça. Si on est honnête, clean avec les gens, il n'y a pas de raison si on les froisse pas, et ils sont capables d'entendre. Hein. On peut tout dire, mais il faut savoir le dire. Hein. Donc, beaucoup de tact. Ça marche. On va avancer un petit peu. Ouais. Et je vais te demander les dates que vous avez de prévues prochainement. Alors, les prochaines dates, ça va être le concert Ndadje à Barsac le 29 septembre. Ça sera à 17h. Ensuite, ce sera à Senon le 7 novembre, à l'espace Simone Signoret. Oui, ça, c'est les 2 prochaines. On devait aller jouer au festival du Zest. Ça a été annulé parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens. Ça sera reporté. Voilà, ça, c'est les 2 prochaines grandes dates. Après, on peut être sollicité, mais là, déjà, on en a fait quelques belles précédemment, là. Mais là, c'est les 2 prochaines grosses dates. Voilà, on va être avec un vrai accueil, une vraie scène. Donc là, ils sont heureux de le faire. Ah non, ils vont jouer au Baryton. Alors, on ne me souvient plus quand. Ouais, c'est vrai que ça, là aussi, c'est au Baryton, c'est à Lanton. Oui, mais il doit y avoir toutes les informations. De toute façon, si on cherche, on trouve. Il y a le site. Donc, on a mis à jour ces informations-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, des opérations ? Pour la suite, alors, je ne suis pas certain qu'on soit en capacité de faire un nouvel album, puisque nous, la sortie du précédent a été perturbée par le Covid. Pour la suite, c'est continuer d'être identifié. Bon, on n'a pas de concurrence. Hein. Les groupes structurés, musique du monde, musique africaine, il n'y en a pas. En gros. Professionnellement parlant comme ça, aussi professionnel à Bordeaux. Voilà, donc maintenant, c'est continuer d'être repéré, identifié. Et en fait, le défi, c'est de monter sur scène. On pourrait aujourd'hui, il y a des sociétés qui embauchent des artistes pour se produire dans les cadres privés. Les musiciens, s'y viennent, c'est pour être sur scène. Donc, jouer. Et si on pouvait garder cette dynamique-là, continuer d'être sollicité, parce que là, toutes les dates de cette année, on nous a sollicité, on n'a quasiment pas fait de booking. Donc là, ça veut dire quand même que ça... Vous êtes demandé. Demandé, je sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a des ça frémit. Parce qu'effectivement, d'avoir été sollicité, moi, je suis un peu surpris. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils ont été mis en place. Quand on a des photos, on a un argumentaire, on a tout. Donc, on change 2-3 mots, mais maintenant, c'est fait. On n'a plus à faire tout ce travail qu'on a pu faire, il est fait. Là, notre projet autour du documentaire, on l'avait envoyé, puisque là, on proposait une projection de ce documentaire sur l'histoire d'un homme, comme je l'appelle, Abdou, un homme qui marche, qui a quand même quitté la Casamance à pied,
qui quitte son village, il ne parle pas Wolof, il ne parle que sa langue, qui va apprendre le Wolof à Dakar, qui va traverser les pays d'Afrique de l'Ouest en restant 6 mois, 1 an, jusqu'au Cameroun, qui va venir ensuite atterrir en Belgique, qui va retrouver son frère à Paris, mais un parcours de vie juste extraordinaire, qui va découvrir la musique à Bordeaux, puisque lui a été élevé par des griots africains, ces troubadours à l'africaine, qui étaient les intercesseurs entre les rois et les sujets. La société africaine, une société castique. Tout le monde ne fait pas la musique. Moi, quand je suis arrivé en France, je me dis, tout le monde joue du djembé, mais pas en Afrique. Hein. C'est des castes. C'est la caste des orpailleurs, des djembé folas. On ne joue pas. Et non. C'est des sociétés de castes. Lui a été élevé avec des griots, mais c'est ici qu'il va faire la reconnaissance d'un Gabonais qui va l'intégrer dans son petit groupe. Il va d'abord se mettre au djembé. Il dit non. Le djembé, c'est pas ton instrument. Vous, les Peuls, vous jouez du violon. C'est comme ça qu'Abdou va découvrir le violon Peul. Il jouait pas. Il découvre la musique à Bordeaux. Hein. Et après son parcours, qui a duré longtemps. Et après son parcours, non, très tôt, sa compagne va lui faire rencontrer un musicien qui joue du nounou. Ils vont créer ce petit groupe, s'agréger à d'autres. C'est comme ça que c'est parti. C'est juste incroyable. Donc, à la base, c'est pas vraiment un musicien, c'est quelqu'un qui, lui, travaille à Sud-Ouest, l'homme factotum, l'homme à tout faire, et qui va rencontrer petit à petit, parce qu'au départ, quand il va se mettre à jouer du violon Peul, il va animer des mariages. Mais comme c'est quelqu'un, alors, qui d'une intelligence supérieure et d'une ouverture d'esprit, il dit, c'est pas suffisant, animer les mariages tout seul, ça m'intéresse pas. Je suis venu en France, il faut que j'aille voir les autres. C'est juste une histoire extraordinaire. Et grâce à son côté humain, il a fédéré autour de lui. Il a fédéré grâce à sa compagne qui lui a ouvert des petites portes. Hein. Marc Depont, qui joue du nounou, aujourd'hui, il est toujours ami avec ces gens-là. Il a 40 ans. Et voilà. Et donc, ils vont créer ce groupe, il va aller chercher. C'est juste incroyable. C'est juste improbable. Et c'est une histoire qui dure depuis 20 ans. 5 albums à la clé. Et on vous souhaite que ça continue. Voilà. Ça peut être bien. Mais on arrive gentiment sur la fin de l'interview. Ouais. Il nous reste du coup juste la dernière question. Ouais. Si tu pouvais nous citer une seule œuvre dans ta vie qui t'a marqué, qu'est-ce que ça serait ? Ça va peut-être te surprendre, mais c'est les pyramides d'Égypte. C'est une œuvre d'art. Bien sûr. Simple, parce que le plus dur en art, c'est de faire simple. J'ai voyagé un peu, tu vois beaucoup de choses, mais les pyramides d'Égypte, c'est quand même 5000 ans d'histoire, hein, quand même. Quand tu vas là, c'est somptueux, c'est magique. Il y a tout. C'est comme un peu l'artiste belge Folon qu'on voyait passer sur France 2 qui dessinait des oiseaux. Il habite en Belgique près de chez mes parents. Il dit pour dessiner, il faut faire un rond, savoir faire un rond, un cercle et une ligne droite. Simple. Et bien les pyramides d'Égypte, c'est un triangle. Bon, là, on se dit, Et puis, il y a sans doute peut-être aussi des Gérnies. On est écrasé par ça. Il y avait peut-être les temples grecs, mais ça, c'est... Parce que la forme, elle est tellement simple que c'est juste incompréhensible. C'est majestueux. Il y a tout. Il y a le décor, il y a la magie, il y a le caractère monumental, il y a tout. Il y a tout. Dans un triangle. Donc voilà, pour moi, oui, c'est peut-être l'œuvre d'art. Pourtant, il y en a d'autres, hein, mais... Mais c'est celle-là qui t'a le plus marqué. Je pense que qui est le plus... stupéfiant. Ça invite au voyage, pour ceux qui nous écoutent. Même la musique invite au voyage, même chose, mais là, oui, ça, c'était... Très bien. Mais merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Hein. Si ça peut permettre au groupe de se faire connaître un peu mieux. Mais on mettra tous vos réseaux en description, dans tous les cas, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au plaisir et bonne chance pour vous. Hein. À vous. Merci.